Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Axel qui va se présenter, mais qui va nous parler d'activité physique adaptée. D'accord. Donc moi, je suis éducateur sportif en sport santé, donc formé au sport santé. Je fais ça depuis 3 ans maintenant. Alors mon cursus, moi, je viens du BPGEPS APT, donc activité physique pour tous. D'accord. Ensuite, alors c'est surtout centré sur les enfants, donc le secteur APT. Donc moi, j'ai fait les centres de loisirs, j'ai fait les écoles, j'ai fait des colonies aussi. J'ai fait des colonies, donc toujours dans le cadre du sport, mais c'était beaucoup basé sur les enfants et sur le loisir surtout. Voilà. À côté de ça, j'entraîne aussi au foot, donc je suis entraîneur de foot. Donc là, c'est le côté compétition. Et là, en fait, ce qui me manquait, c'était le côté santé. Donc le côté santé, la particularité du côté santé, c'est vraiment de conserver et voire améliorer la condition physique des gens, d'accord, avec pathologie ou sans pathologie. Et c'est vraiment sur ça qu'on se concentre. Il y a aussi, ce que j'aime bien en tout cas, c'est aussi, il faut essayer de travailler sur la perte d'autonomie. Quand je dis la perte d'autonomie, c'est pas rendre quelqu'un plus autonome, mais essayer de garder une personne le plus autonome possible. Quand je parle d'autonomie, ça peut être une personne âgée comme une personne qui est en handicap ou peu importe. Donc du coup, les qualités physiques elles rentrent en compte et là, c'est très important. Les qualités les plus importantes, moi je dirais, ce serait la souplesse, la force, l'endurance cardiovasculaire et l'endurance musculaire. Voilà. Et l'adresse aussi. On n'y pense pas souvent, mais par exemple, la force, ça peut être tout simple. Ça peut être une vieille personne qui peut lever une bouteille d'eau et se servir tout simplement. Ouais, tout voilà. à fait. Donc du coup, l'adresse rentre en jeu. Elle peut avoir la force de lever la bouteille, mais elle peut ne pas avoir l'adresse de viser son verre d'eau, par exemple. Absolument, voilà. absolument. Donc c'est ça le sport santé. Oui, quand tu rencontres les patients, ce qui est le plus dramatique pour eux, c'est pas qu'ils puissent plus faire un match de foot, même si ça les embête, mais c'est les gestes de la vie quotidienne. Et même, c'est vrai que sans être très âgé, parfois, on se retrouve à 40 ou 50 ans avec une blessure particulière, une tendinite, un lumbago ou par exemple le genou, et tout d'un coup, la vie change, quoi. Et ça peut être très difficile. C'est ça. Et du coup, en fait, la vie change. Il faut pas qu'ils rentrent dans un cercle où ils disent que comme je ne peux plus faire une chose, eh ben, je peux pas en faire d'autres. Voilà. Par exemple, c'est un truc tout bête. Par exemple, je vais extrapoler un petit peu. Une personne qui perd l'usage de ses jambes, faut pas qu'elle se dise je peux plus rien faire. Elle peut quand même faire du basket. Dans les sports, là je reste dans le sport, elle peut faire du basket, elle peut faire du ping-pong, elle peut faire du tennis. On l'a vu au JO il n'y a pas très longtemps. Du coup, c'est pas une fatalité en soi, même si ça peut être une perte très difficile à assumer. Mais en tout cas, on peut faire quelque chose et on peut continuer de faire d'activité physique. C'est ça le plus important. Voilà. Donc oui, ça veut dire que même si on rencontre une limitation, on a quand même la possibilité de faire avec les autres parties de son corps et aussi faire monter la fréquence cardiaque et avoir les bénéfices en fait sur du sport pour tous, quoi. Là, j'ai pris un exemple d'une personne qui devient en fauteuil, en fauteuil roulant, mais ça peut être monsieur et madame tout le monde. Par exemple, j'ai mal au pied gauche par exemple, et je travaille mon pied droit. Oui, tout à fait, exactement. J'ai mal à ma main droite, où j'ai l'habitude d'écrire, j'essaie peut-être d'écrire avec ma main gauche, tout simplement. C'est vraiment essayer de s'adapter au mieux et ne pas dire parce qu'il me manque une partie de mes compétences que je ne peux rien faire d'autre. Voilà. Et c'est vrai aussi pour même les athlètes qui font du sport assez sérieusement et qui se seraient blessés. Ça peut beaucoup les perturber parce qu'ils ne peuvent plus pratiquer comme avant. Mais en fait, c'est aussi une opportunité pour pratiquer différemment. C'est ça, exactement. Alors, je peux prendre l'exemple de ce que je vois à la télé. Donc, par exemple, les basketteurs, très souvent, ils se font des ruptures des ligaments, ils se foulent la cheville, etc. Et par exemple, pour eux, c'est l'occasion de travailler leur shoot, tout simplement, en position assise. Absolument, tu as tout à fait raison. Voilà, c'est des petits trucs comme ça qui font que on peut toujours faire quelque chose avec ce qu'on a. Tout à fait, oui. Et donc toi, tu me disais que tu travaillais beaucoup avec les gens qui étaient en surpoids ou en obésité. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on rencontre beaucoup aujourd'hui et c'est très dur à la fois physiquement mais aussi psychologiquement. Et il y a une barrière encore accrue au fait de faire des choses avec son corps. La particularité avec les personnes qui sont en situation de surpoids ou en obésité, effectivement, psychologiquement, c'est très dur parce qu'en fait, ils se sentent coupables d'être dans cette situation-là et ils veulent travailler beaucoup en force.
parce qu'ils ont l'impression que plus ils vont faire fort et mieux ils vont travailler. Et du coup, moi, je suis là aussi pour leur prouver l'inverse. On continue de travailler, mais toujours à son rythme, toujours avec de la bienveillance et en s'écoutant surtout. Parce qu'en fait, au-delà du surpoids, surtout chez les adultes, il se peut qu'il y ait des pathologies associées. De ce fait, on peut avoir du diabète du type 2, on peut faire de l'hypertension, et il y a plein de maladies qui viennent avec ça, de l'arthrose, etc. Du coup, l'important, c'est de travailler toujours à son rythme, et on donne ce qu'on a à donner, pas plus. Oui, c'est vrai que ce que tu me disais aussi, c'est que c'était différent du sport plus classique, loisir ou compétitif, parce qu'on pousse les gens à se donner à fond, à dépasser leurs limites, ce qui peut conduire à des blessures, et on a l'impression que c'est partie du jeu, quoi. Voilà, c'est ça. Et les gens ne pensent pas forcément aux répercussions que ça va avoir sur leur vie normale et sur comment ils vont vieillir. Alors que du coup, le sport santé, c'est différent, quoi. L'approche, les objectifs ne sont pas pareils. C'est complètement différent. Même un tout petit détail qui va parler à tout le monde, c'est une personne qui travaillerait en renforcement musculaire, poids de corps ou en musculation, elle sentirait qu'elle a bien travaillé quand elle a des courbatures. Alors en fait, une personne qui a eu des courbatures, c'est pas forcément qu'elle a bien travaillé, bien au contraire. C'est-à-dire qu'elle a fait trop fort, trop vite ou trop longtemps. Et du coup, moi, je leur apprends justement que c'est pas parce qu'on n'a pas eu de courbature qu'on n'a pas travaillé. Absolument, voilà. absolument. On a bien travaillé justement, parce qu'on n'a pas mal à la fin. Et les courbatures, elles peuvent faire l'effet inverse aussi. Elles peuvent donner envie de ne pas revenir. Oui, exactement. Parce que la personne a eu mal. Du coup, recommencer un travail où je me suis fait mal, psychologiquement, c'est pas, voilà, c'est pas évident. Donc là, moi, je leur apprends. Alors, il ne faut pas confondre entre travailler et ne pas avoir eu mal et travailler en douceur. C'est pas parce qu'ils n'ont pas eu mal que c'est en douceur. Il n'y a pas de rapport. C'est juste que, en fait, on essaye de bien faire, on essaye de mettre la douleur au centre du travail. C'est-à-dire, si on a mal, c'est-à-dire qu'on fait mal. Voilà. Absolument. Voilà. C'est vrai que dans notre culture, le sport est vraiment synonyme avec la douleur. Et la douleur est synonyme avec, comment dire, avoir gagné quelque chose. C'est ça. Et c'est vrai qu'avoir un rapport plus apaisé à l'activité physique, quelque chose qui soit plus orienté autour du bien-être, de la longévité et tout, c'est pas facile. Là, je reviens d'un voyage justement en Chine et on voit beaucoup de personnes âgées qui font de l'activité physique en plein air et ça fait vraiment partie de leur vie. Et c'est marrant comment ils le font parce qu'ils ne sont pas du tout en train de s'énerver, à vouloir suer, à vouloir aller plus vite. Ils y vont tranquilles avec leur petite routine de mobilité, leurs gestes un petit peu de réveil musculaire. Et ça peut paraître très étrange à l'œil d'un occidental parce qu'on a l'impression qu'ils font au revoir, merci. Mais finalement, c'est comme ça qu'ils se sentent bien et les deux sont compatibles en fait et il faut pratiquer, je pense, les deux, du sport vraiment pour se maintenir en forme et puis du sport pour se dépasser et avoir d'autres idées, quoi. Donc, Moi je reviens sur l'exemple que tu donnes avec les personnes en Chine qui font de l'activité physique. Alors moi je l'ai toujours vu aussi, j'habitais à côté d'un parc, donc du coup je voyais des gens qui faisaient des mouvements très souvent et ce que je trouve qui est le plus impressionnant, c'est qu'on pouvait passer tous les jours à la même heure, ils étaient toujours là. Oui, tout à fait. Et en fait, je pense que c'est ça aussi la clé de leur bonne santé, c'est le fait que c'est quelque chose de répétitif. C'est pas... Alors, nous, dans la mentalité occidentale, c'est je vais courir le dimanche, par exemple. Je vais courir le samedi. Donc là, je reprends la phrase d'un médecin qui s'appelle Pierre Carré et qui disait « Est-ce que en fait, vous brossez les dents uniquement le dimanche ?» Absolument, absolument. Et l'activité physique, c'est comme ça, c'est tous les jours. C'est pas une fois dans la semaine, 3 fois par semaine ou une fois quand on veut. C'est vraiment la bataille de tous les jours. Et le plus important, c'est que, dit comme ça peut paraître compliqué dans l'emploi du temps des gens. Dire comment je vais, tous les jours, je vais mettre de l'activité physique dans ma vie. Sachez que l'activité physique, c'est 30 minutes par jour. C'est 15% de la journée. Et uniquement ça, c'est pas plus. On ne demande pas de courir 10 km tous les jours, c'est vraiment pas ça. C'est peut-être marcher 30 minutes par jour. Absolument, ouais. C'est prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Voilà, c'est je sais pas, de l'épicerie jusqu'à chez moi, porter mon pack d'eau, c'est vraiment, il faut arrêter de voir, c'est pas comme si on vous demandait de faire un crossfit tous les jours, c'est vraiment pas ça l'activité physique. C'est pas ça du tout. Et alors, néanmoins, il faut en mettre de temps en temps, de l'activité de haute intensité. Oui, tout à fait. Mais c'est des recommandations, mais le plus important, c'est vraiment d'avoir une longévité dans l'activité physique et dire que tous les jours, j'ai pu mettre en place quelque chose qui comble mon activité physique.
Oui, tout à fait. L'exemple de la brosse à dents est vraiment ultra évocateur parce qu'on parle souvent d'hygiène de vie et c'est vrai que l'activité physique fait partie de cette hygiène, à l'instar de se brosser les dents ou de s'essuyer les fesses. Ça devrait être quelque chose qui soit d'évident. Voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça s'est perdu parce qu'on est de plus en plus sédentaire et que ok, petite interruption parce qu'on a changé de caméra, mais du coup, vas-y, tu peux reprendre ton propos tranquillement. On en était, c'était une bonne question. La régularité et le fait qu'on n'a pas besoin... Ah oui, donc l'hygiène de vie, c'est ça, ouais. De dire que ça fait vraiment partie d'une hygiène de vie et que, oui, les gens se demandent beaucoup, comment je vais faire, j'ai tellement de choses à faire. Mais en fait, c'est vrai que l'utilisation du temps est un reflet direct de vos valeurs et de vos priorités. Et c'est vrai que le plus dur, c'est de faire comprendre aux gens que l'activité physique qui est directement liée à sa santé et donc à sa durabilité, ça devrait être une priorité pour tout le monde. Oui, pour tout le monde. Parce que c'est super de gagner beaucoup d'argent ou de faire plein d'activités, mais si à 40 ou 50 ans tout s'arrête parce qu'on n'est pas en bon état, et au pire même qu'on devienne un poids pour sa famille parce qu'on n'est plus autonome, ça peut être un peu difficile à accepter aussi. C'est très difficile. Ouais. C'est pour ça que justement l'activité physique, ce que je disais tout à l'heure, c'est 30 minutes dans la journée, c'est largement suffisant. Ouais. C'est pas la peine de faire des heures et des heures et des heures d'entraînement en musculation ou en crossfit ou d'aller courir pendant des heures. C'est bien. Si par exemple ça peut vous libérer l'esprit, si c'est dans votre routine, je ne dis pas d'arrêter, bien au contraire, je vous encourage à continuer, mais c'est vraiment l'activité physique. Il faut vraiment, et un autre truc aussi que je voulais rajouter, c'est qu'il faut vraiment différencier le sport de l'activité physique. Le sport est un moyen de faire de l'activité physique. Le sport, ce qu'on peut faire en loisir ou en compétition, peu importe, il y a une part de compétition, on va dire, ou de dépassement de soi qui n'existe pas dans l'activité physique. L'activité physique, c'est bouger, tout simplement. Et à partir du moment où on bouge, on fait de l'activité physique. Absolument. Marcher, c'est de l'activité physique. Monter ses escaliers, c'est de l'activité physique. Faire ses courses, c'est de l'activité physique. Les courses en direct. Oui. Pas sur Internet. Ça dépend les étages qu'il faut monter. Mais... Voilà, c'est ça. Donc, aller travailler, par exemple, si on prend les transports, etc., ça, c'est de l'activité physique. Jouer avec ses enfants, c'est de l'activité physique. Voilà. Jouer avec, je sais pas, jouer avec ses cousins, ses cousines, ses frères, sœurs. Jouer, danser, sauter partout. Ça, c'est de l'activité physique. On n'est pas obligé d'être dans un cadre bien précis pour faire de l'activité physique. C'est-à-dire qu'on a l'activité physique est à portée de main de tout le monde. À portée de main, et puis comme tu dis, il ne faut pas que la difficulté soit trop élevée et du coup réduise la chance que, la probabilité qu'on en fasse. Juste ajuster. En gros, il faut que ce soit 15% au-dessus de vos capacités, ou même si vous ne vous sentez pas très bien, en fait, une séance normale, tranquille dans vos capacités, et ça va, quoi. Mais après, c'est vrai que souvent, il y a une confusion parce que les gens pensent que l'activité physique est directement liée au poids. Et du coup, ils sont un peu déçus de voir que malgré les efforts qu'ils font, le poids ne suit pas et ça peut beaucoup démoraliser. Alors que c'est vrai que souvent, l'alimentation, c'est plutôt ça qui va faire qu'on perd ou qu'on mange. Et c'est l'une des explications pourquoi les gens qui sont dans la manutention, des travailleurs de force qui sont dans le bâtiment ou tout ça, qui font quand même une certaine dépense énergétique dans la journée, pour autant souvent ont des problèmes de surpoids, des problèmes cardiovasculaires parce que l'alimentation est très mauvaise. Ils compensent l'effort justement par rapport à la nourriture. Et du coup, c'est pour ça qu'ils n'ont pas tous, mais certains ont ce problème-là. Je pense aussi qu'il y a des métiers où on pourrait... des métiers, par exemple, on doit beaucoup marcher. On doit beaucoup marcher. Effectivement, on peut avoir très vite faim et mal manger. Même si ça, c'est pas ma spécialité non plus. Mais effectivement, il faut bien faire attention à justement que cette activité physique soit suffisante par rapport à comment on se nourrit. Absolument, oui. Et du coup, justement, en cas de tes sessions avec des gens en surpoids, en obésité, comment tu fais pour créer une relation avec eux et que ça se passe bien, tout ça? Alors, moi, je suis en collaboration avec ma collègue qui est diététicienne. Donc, tout ce qui est diététique, c'est elle qui s'en occupe. Donc, elle leur donne des conseils, des astuces, justement dans l'hygiène de vie. Parce qu'il n'y a pas que la nourriture qui rentre en jeu, il n'y a pas que l'activité physique, mais aussi par exemple le sommeil, le fait de dormir assez, de ne pas trop dormir, le fait on reparlait d'hygiène par rapport à la sédentarité, le fait de ne pas rester assis trop longtemps ou d'être allongé trop longtemps alors qu'on est réveillé. Il y a tout ça. Après, moi aussi, comment j'aborde le truc, c'est de leur montrer
de leur montrer en leur faisant faire des exercices qu'ils sont capables de faire les exercices. Oui, oui. Voilà. Et je ne leur impose pas un nombre de répétitions, par exemple. Je ne leur dis pas, pour extrapoler, je ne leur dis pas on fait 25 pompes. Je leur dis, je prends un nombre de temps et je mets 40 secondes, par exemple. Et pendant ces 40 secondes, ils font des pompes. Si c'est 2 pompes, c'est déjà très bien. Je ne leur mets pas de pression, il faut faire 17 pompes ou 15 pompes. Non, c'est pendant un nombre de temps. S'ils y arrivent, très bien. S'ils n'y arrivent pas, j'essaie d'adapter au mieux pour qu'ils puissent y arriver. Et voilà, qu'ils puissent tenir 40 secondes. Parce que néanmoins, 40 secondes sur un effort, c'est très très compliqué. Tout à fait. Et ça dépend de la vitesse à laquelle tu vas aussi. Ce qui est bien, c'est d'utiliser plutôt le temps que le nombre de répétitions. Ça permet à chacun d'ajuster l'effort en fonction de ce qu'il veut. Et bon, quand il est avec toi, il fait ce qu'il... Mais même quand il est tout seul en autonomie, il peut le faire. Et en fonction de son état de fatigue, il peut plus ou moins réguler. Réguler, tout à fait. Et ça met beaucoup moins de pression que le résultat du chiffre. Absolument, voilà. Absolument. On a fait les 40 secondes, on est content. On peut se reposer pendant 2 secondes durant ces 40 secondes. Mais si on donne un objectif, par exemple 18 pompes en 40 secondes, et que la personne elle s'arrête à 15, elle peut être déçue et dire que j'y arrive pas, qu'elle en fait quand même 15. Voilà. Tout à fait. Et j'essaye de faire ça sur chacun des exercices. Oui, tout à fait. Tous les exercices, leur montrer qu'ils sont capables de le faire et qu'ils sont capables de le faire plusieurs fois. Et tu disais justement que les gens qui ont... peuvent avoir une certaine rage en eux, un certain sentiment négatif vis-à-vis d'eux-mêmes et être dur avec eux-mêmes. Comment tu fais pour... Alors, justement, ils sont très exigeants envers eux-mêmes, des fois un petit peu trop. Ils sont beaucoup dans la force, comme ils veulent y arriver, ils sont très motivés. Ils veulent donner beaucoup à l'instant T. Du coup, moi, je les rassure en leur montrant que c'est pas parce qu'on n'a pas fait un exercice à fond qu'on n'a pas travaillé. D'ailleurs, le cardio, pour travailler, c'est des exercices plutôt longs, oui, c'est ça, mais de faible intensité. Exactement. Et par exemple, quand je les ai en musculation, c'est ce que je leur apprends. Je leur apprends à faire une seule série. Des fois, comme ils sont parfois éloignés du sport, ils ont du mal à intégrer. Ils disent, Axel, t'es sûr, une seule série, une seule série. Pas deux, pas deux, pas trois, non, une seule. Donc, effectivement, c'est une série de beaucoup de répétitions, d'à peu près 25 répétitions, mais ils en font 25 quand même. À la fin, ils ne sortent pas toujours en train de transpirer, etc. Mais ils ont bien travaillé. Voilà. Et c'est ce que je leur apprends. Travailler à leur rythme, à leur niveau, sans se faire mal. Et est-ce que tu as l'impression que, parce que tu as suivi des gens pendant assez longtemps, comment est-ce que leur motivation évolue? Est-ce qu'ils étaient très, très motivés au départ et après ça s'est un peu dissipé, c'était difficile de les raccrocher? Ou au contraire, c'était pas beaucoup motivé, puis ensuite ils ont vraiment... Alors, je vais parler du public que je connais le plus dans le groupe que j'ai, même si c'est monsieur et madame tout le monde. C'est juste qu'ils sont en surpoids ou en obésité, rien ne change. C'est des personnes très 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 motivées. Des fois, leur motivation, elle peut revenir juste avec un appel. En les appelant, en leur disant qu'on compte sur leur venue, le fait qu'ils reviennent, que peut-être que parce que moi j'ai des groupes, peut-être que dans le groupe ils ont demandé pour cette personne, là ça les fait revenir. Donc ça, cette motivation elle vient. Après, au-delà de la motivation, quel terme je pourrais utiliser, dans la détermination, la persévérance ou dans la régularité, dans la discipline, dans la discipline, c'est parfois des personnes qui sont très disciplinés et qui viennent à tous les cours. Moi, par exemple, je leur fais faire de la muscu à 8h30 du matin, le samedi. Effectivement, voilà. Là, c'est de la discipline. Et ils sont là, ils sont présents. J'ai déjà fait de l'athlétisme dehors, en hiver, sous la pluie. Et ils viennent, et ils reviennent. Aussi, donc, c'est pas des personnes qui ne sont pas motivées. On peut pas dire qu'ils ne sont pas motivés, ils sont très motivés. C'est juste qu'à un moment, ils ne savent pas comment faire pour sortir de leurs problématiques. Et ils ont besoin de beaucoup d'aide. Et ça, parfois, aussi sur le long terme. Voilà, sur un très long terme. Certains programmes durent 3 mois. Avec ma collègue diététicienne, on s'est rendu compte qu'il fallait 2 ans. Parfois, 2 ans pour s'imprégner justement de l'hygiène de vie, on va dire, du fait qu'ils sentent que le sport, au-delà que ce soit bénéfique pour eux, c'est indispensable pour eux. Tout à fait, vraiment indispensable, parce qu'il y a des bénéficiaires qui me disent au bout d'une semaine, je ne me vois pas ne pas revenir. Voilà. Des fois, même quand il y a des coupures, très souvent pendant les vacances, ils me disent on avait hâte de revenir. Voilà. Ça fait du bien. Effectivement. Surtout que c'est des personnes qui au début ne croient pas au sport. Absolument. Ne croient pas à l'activité physique. Et là, le fait de se dire que leur corps
a besoin de ça, c'est vraiment une très grande victoire. Le passage entre le moment où c'est quelque chose que tu fais parce que tu es obligé et après le fait que tu le fasses parce que ça te fait du bien et que indépendamment même des résultats. C'est-à-dire que je pense que les gens ont du mal à comprendre que faire de l'activité physique, c'est un processus qui est plein de facettes et que du coup le fait d'être plus musclé ou plus fort c'est une chose, mais c'est aussi le fait de se sentir mieux même juste dans son corps et c'est aussi se sentir mieux psychologiquement, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est sur la voie de quelque chose, qu'on est en train d'avancer physiquement en fait. Et ça, c'est inestimable en fait. Je rebondis sur ce que vous dites, c'est justement quand je leur propose la musculation et je leur dis par exemple que là on travaille l'hypertrophie et que l'hypertrophie, bon, pour vulgariser, c'est le fait que le muscle il gonfle. Ouais, voilà, ils disent non, moi je veux pas. non, moi je veux pas être gonflé. je veux pas être un bodybuilder. Bon, je les rassure parce que le processus il est super long. Il est très long. Mais eux en fait c'est pas ce qu'ils veulent, c'est juste se sentir mieux dans leur peau. Exactement. Et mieux supporter cette surcharge ou ce poids. Et très souvent ça va au-delà du poids qu'ils peuvent perdre. C'est des fois ils gagnent en mobilité. Oui, absolument. Ils sont plus à l'aise pour faire un geste du quotidien tout simplement. Et la victoire elle est là en fait. Ah oui, voilà. Non, c'est sûr. Mais il y a plein de petites victoires à saisir comme ça tout le temps, mais il faut les voir et il faut peut-être que quelqu'un les mette en exergue pour toi, pour que tu te rends compte que tu as beaucoup parcouru le chemin malgré tout. Et je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point ça change psychologiquement, parce que c'est une question de comment on interprète la situation. Parfois, on est dans un problème et le problème n'est pas résolu, mais ça change tout si on se réveille sans aucun plan et on se réveille avec un plan. Et ça fait le jour et la nuit. Et en fait, le sport, c'est ça, c'est que parfois, on n'est pas en bonne santé, ou on a des problèmes de surpoids, ou on a des douleurs et tout. Bah, ça va pas changer du jour au lendemain, comme tu as dit, ça peut prendre plusieurs années, mais ça change un peu tout si tu te réveilles sans aucun plan, sans aucune perspective, et tu te réveilles avec un plan en disant que tu es en train de travailler sur ton problème. Et en vrai, beaucoup de choses dans la vie sont très psychologiques, donc il faut vraiment pas se passer de tous les leviers que l'on peut pour aider les gens à se sentir mieux, quoi. C'est pas... ça. Mais, tu parlais de plan, du coup avec ma collègue qui s'occupe de la partie diététique et moi de l'activité physique, on est très complémentaires du coup. Le sport et la nutrition c'est très complémentaire et ils sont suivis du coup. Alors c'est entre guillemets eux qui choisissent soit 10 mois, soit 2 fois 10 mois, etc. Mais en tout cas on les accompagne au mieux et on les accompagne pour qu'ils soient autonomes. On ne les accompagne pas pour qu'on puisse les avoir tout le temps. En fait. On les accompagne pour qu'ils soient autonomes et dès qu'on sent qu'ils sont autonomes, et ben on les oriente au maximum soit vers des associations sportives, soit qu'ils fassent les choses en autonomie tout simplement. Mais c'est vraiment des choses qu'on leur donne pour eux et pour le long terme, à l'échelle. Parce que très souvent, moi je dis l'activité physique, du coup c'est à l'échelle d'une vie. C'est pas pendant 10 mois j'ai fait de l'activité physique et après je dois arrêter. Non, c'est pour continuer tout le temps. Et peu importe l'âge. C'est pas, par exemple, je suis retraité, bah, j'arrête l'activité physique. Oui, non, c'est bien au contraire. Bien au contraire. Comme les athlètes qui ont une carrière qui commence quand ils sont très jeunes et qui s'arrête à peu près quand ils ont la trentaine et après qui basculent complètement dans le côté opposé de je ne fais plus aucune activité physique, je ne fais plus attention à moi. Justement, eux, le dépassement de soi, justement, ils l'ont beaucoup connu et ils ne veulent pas y retourner. Exactement. Voilà, ils ne voient pas l'alternative. Le fait de travailler en douceur, à son rythme, à son niveau, même s'ils ont un niveau toujours très élevé. Hein. Oui, c'est ça. Mais là, je me fais pas mal à l'entraînement jusqu'à en vomir. Je m'entraîne tout simplement. Oui, c'est ça. Voilà. Non, mais c'est super. Enfin, en tout cas, ce que tu dis sur l'autonomie, c'est vachement vrai. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, quand tu leur fais faire des sessions, c'est pas juste. En gros, tu mets la musique à fond, tu les fais se dépenser et après ils rentrent chez eux. Parce que même s'ils ont eu un petit bénéfice sur le moment, ils retirent rien. Alors que si tu leur fais faire une séance où tu leur expliques pourquoi ils font les choses, ils se sentent valorisés dans leur action, bah après ça reste en eux et ils peuvent le réutiliser dans d'autres situations. Et c'est pour ça que j'essaie d'utiliser le moins de matériel possible pour que justement ils puissent s'imprégner des exercices et qu'ils puissent refaire. Voilà. Très bien. Et du coup, toi, tu as quand même des exemples de beaux parcours, de gens qui s'en sont sortis, enfin entre guillemets, s'en sont sortis. J'en ai quelques-uns. Plein, je sais pas, parce que là, ça ne vient pas tout de suite. Mais alors, je vais vous donner un exemple. Donc, il y a pour moi, c'est un bénéficiaire. Pour ma collègue, c'est un patient. Mais le patient, il était en surpoids, il était en obésité, mais de beaucoup en fait. Il se nourrissait énormément, et avec peu de moyens, parce que aujourd'hui, dans notre vie actuelle, c'est des gens qui ont peu de moyens, qui sont surtout en situation d'obésité.
Et en fait, ce monsieur, il est aussi diabétique. Et en fait, grâce à l'activité physique, on a pu baisser son traitement de moitié. Wow. Mais c'est... Vous, docteur, vous pouvez vous rendre compte de ce que c'est. Les personnes, entre guillemets, lambda, qui ne sont pas au courant, et peut-être ça ne va pas leur parler, mais réduire son traitement de moitié, c'est énorme. C'est énorme. En termes de poids, je pense au départ, je pense qu'il était à plus de 130 ou un truc comme ça. Aujourd'hui, il est à moins de 100. C'est énorme, ça change énormément. C'est énormément. J'ai un autre exemple aussi, donc c'est une femme qui est arrivée donc avec des problèmes de surpoids. Aujourd'hui, elle fait de l'activité physique toute seule et elle n'a plus besoin ni de cours en nutrition, on va dire, ni qu'on lui dise quoi faire en activité physique. Elle trouve ses activités toute seule. Elle peut faire chez elle toute seule en autonomie, elle peut sortir, elle peut courir sur la piste d'athlétisme. Et ça, pareil, hein, c'est un très beau parcours. Et après, il y a des gens qui... Alors, c'est ceux qui viennent et qui reviennent, c'est pas des défaites, loin de là. Mais en fait, le fait qu'ils puissent se sentir capables de faire un exercice, on le voit aussi dans l'évolution des personnes. La première fois qu'on les voit et 2 ans après ou 1 an après, c'est impressionnant les efforts qu'ils ont fait, qu'ils peuvent accomplir. Et en fait, c'est voir comment ils rentrent dans l'activité. Au début, avec beaucoup d'appréhension, beaucoup comment je vais me sentir parmi les autres, comment on va me regarder, tout ça. Aujourd'hui, c'est plus leur problème en fait. Ils font et puis ils récoltent les résultats. Oui, mais je pense que c'est le cœur de l'éducation et le rêve de tous les éducateurs, c'est que tu prends quelqu'un de zéro et qu'après il prenne son envol et qu'il n'ait plus besoin de toi et même qu'après il éduque d'autres personnes après toi. Et je pense que c'est vrai pour les gosses qu'on a, c'est vrai pour quand tu fais de l'éducation physique et puis c'est vrai pour nous dans l'asso. On essaie de leur transmettre une boxe, mais c'est surtout une façon de... Voilà, c'est des compétences qu'ils pourront réutiliser, même si non plus le cadre. C'est le rêve, hein, c'est le rêve. C'est vrai. Non, c'est sûr. Mais du coup, l'activité physique adaptée, c'est un dispositif qui n'est pas très très connu, à vrai dire. On en parle depuis quelques années, les médecins peuvent le prescrire. Alors avant, c'était que pour les gens qui avaient des pathologies à 100%, maintenant c'est un peu moins le cas. Il n'y a pas beaucoup d'éducateurs, il faut dire les choses comme elles sont. Et peut-être parce que, je ne sais pas comment ça s'est passé quand tu as fait ta formation, mais est-ce que c'est parce que les gens n'étaient pas intéressés ou est-ce qu'ils n'étaient pas au courant ou... Alors il y a plusieurs choses, donc les gens ne sont pas forcément au courant. Un des soucis aussi, c'est qu'il y a beaucoup de médecins qui ne sont pas formés à ça. Donc là c'est plutôt, on va dire, plutôt les anciens, voilà, comment ça, de par des formations, de par des formations sont de plus en plus au courant que l'activité physique peut être prescrite. Et si je ne dis pas de bêtises, au départ c'était vraiment que les ALD. Voilà. Maintenant les kinés peuvent prescrire en second temps. Ça aussi, les kinés peuvent le prescrire en second temps. Il y a aussi l'argent. Voilà, parce qu'en fait ce sont des personnes, ce sont des personnes malades qui ont des pathologies. Et de ce fait, quand elles s'inscrivent, alors il y a plusieurs trucs. Donc, des personnes malades. Donc, dire à une personne malade, allez faire du sport, dans la mentalité aujourd'hui, c'est pas ancré. Avant, c'était t'es malade, repose-toi. Maintenant, on leur dit, t'es malade, va courir. Donc, ça change un petit peu. Donc, il y a aussi, en fait, c'est un travail du patient, du médecin, des éducateurs sportifs. Après, moi, pour tout vous dire, avant de faire ma formation, à aucun moment j'aurais pu prendre quelqu'un en charge. Parce que quelqu'un qui m'aurait dit, moi je suis diabétique, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Je ne dis rien. Bah oui, non, c'est tout clair, simplement. c'est clair, bien sûr, parce ça qu'en fait fait, peur, ça fait si on n'est peur. pas formé à ça, ou si on n'est pas passé par l'université APA, donc en master ou en licence, quand quelqu'un nous dit j'ai telle ou telle maladie, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? C'est très 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 compliqué. Moi dans la déontologie, en tout cas dans mon état d'esprit et dans ce que je peux faire, jamais j'aurais pris quelqu'un avec une pathologie. Bien sûr, parce que c'est trop dangereux. En fait. Le risque c'est la santé, c'est pas le loisir. Apprends-moi à jouer au foot et il sait toujours pas où jouer au foot, ça c'est pas grave, on va dire en soi. Mais là c'est la santé d'une personne, donc c'est plus compliqué. Donc je pense qu'il y a un travail au niveau des médecins, au niveau des patients, au niveau des éducateurs à faire. Et aussi au niveau des assurances maladie. Voilà. Parce qu'il faut savoir que c'est peu, ou très peu en tout cas, remboursé, ou voire pas du tout remboursé, ni même
Au niveau des mutuelles, c'est pas remboursé non plus. Du coup, les personnes n'y vont pas. Des traitements qui sont à 100 € le cachet. Voilà. Donc, la prescription d'activité physique, pour moi, si on veut que ça fonctionne, il faut qu'elle soit en partie ou totalement remboursée. Il faut qu'il y ait plus d'éducateurs formés. Voilà. Bon, déjà, en tout cas, si les gens se sentent concernés, ils peuvent en parler. Ils peuvent en parler à leur médecin, ils peuvent en parler, chercher eux-mêmes un éducateur physique et tout, et arriver à ça. Et après, voilà, par des moyens, parfois juste de passer quelques séances dans le circuit, ça permet déjà d'acquérir quelques compétences pour se lancer après. Et puis après, grâce à des vidéos aussi comme ça, le fait de rendre accessible, ça peut aussi. Et le dernier palier, c'est trouver des assos comme la nôtre, où on est quand même très, orienté sur la santé, sur le fait d'essayer de, être au niveau de chacun, et que le sport soit au service de la vie et pas le contraire, quoi. Et du coup, quand on trouve une structure bienveillante comme ça, la nôtre ou autre, ça peut permettre de reprendre l'activité physique d'une façon un peu plus douce, même si on a des pathologies, des limitations, et c'est tout à fait possible. Voilà. C'est exactement ça. Parce que justement, des fois, ils essayent, les bénéficiaires, les patients, ils essayent de reprendre eux-mêmes, d'aller vers des associations. Par contre, s'ils ne trouvent pas d'éducateurs, d'éducatrices, qui peuvent les prendre en charge, très souvent ils vont se faire mal, ils ne vont plus revenir. Mais oui. C'est ça le problème en fait. Donc ça va aggraver leur santé, et ça va devenir un cercle vicieux. Du coup, ils ne vont pas sortir parce qu'ils sont blessés ou ils se sont fait mal. On n'a pas répondu à leur problématique. Du coup, ils vont arrêter ou ils vont encore chercher, ça va prendre du temps. Voilà, c'est ça. Et ils vont peut-être finir par abandonner. Alors que même si ce n'est pas la bonne solution, c'est... Il y en a marre de se prendre des murs tout le temps, c'est ça, c'est qu'il faut se mettre à leur place, bien sûr. Exactement. Non, mais c'est comme tu dis, c'est une problématique à laquelle le système a beaucoup de mal à répondre, et il y a tout un changement de paradigme culturel et de pratique autour de la santé qui, j'espère, aboutira un jour à, quand on prescrit du sport, c'est aussi naturel que de prescrire des cachets, et pour quelqu'un que son sport soit pas remboursé, c'est étrange. Voilà, en plus, normalement, la logique, c'est que peut-être sur un court terme, rembourser l'activité physique, ça pourrait paraître cher parce qu'il y a beaucoup de gens qui en ont besoin. Absolument. Mais sur le long terme, il serait gagnant parce qu'il y a beaucoup moins de médicaments à prescrire. Une meilleure santé, beaucoup de gens moins malades, on va dire, et ce serait bénéfique. Après, il y avait un autre truc aussi que je voulais dire, c'est que la tournure que ça prend en fait par rapport à l'activité physique et la prescription de l'activité physique, c'est que j'ai l'impression que l'État veut que ce soit les associations qui prennent ça en charge. Absolument, oui. Mais très souvent, dans les associations, ce sont des bénévoles. Ce sont des professionnels du sport en question, pas des professionnels de santé. Absolument. Et ni même des éducateurs en éducation physique adaptée, des enseignants en APA, justement. Donc du coup, ils ne sont pas tout le temps formés à ça. Et c'est rare d'avoir une association où il y en a 4, 5, 6 formés. Du coup, si cette personne-là n'est pas dans l'association, l'association ne peut plus proposer cette chose-là. Bien sûr, à part si une autre personne a été formée. De ce fait, il faut que les associations, l'État se rende compte que il faut que les personnes soient formées. C'est pas, on les envoie vers une association en leur disant faites du sport, vous irez mieux. Il faut vraiment que la personne puisse les prendre en charge. C'est très important. Moi, je trouve que c'est très important en tout cas. Et même vous, en tant que médecin, vous n'allez pas orienter un patient vers une association où vous savez qu'ils ne peuvent pas prendre en charge. Ça ne servira à rien. Il reviendrait et dire docteur, vous m'avez dit d'aller, il n'y avait personne pour moi. Oui, non, mais on rencontre cette situation très souvent. On est face à des patients, sur le papier, ça paraît simple. C'est quelqu'un qui a un diabète ou qui est un peu en surpoids ou qui a eu, une arthrose au genou et tout. Mais en fait, quand tu rencontres la personne, il y a plein de problématiques qui sont ensemble. C'est toute une histoire avec le corps, avec la santé, une histoire avec l'activité physique. C'est des contraintes personnelles avec maman, papa, il faut s'occuper, ci et ça. Et du coup, de juste les balancer à la première asso du coin, ça ne va pas du tout répondre à leur... Et il faut des solutions qui sont plus précises et plus progressives en fait, pour ces gens-là. Mais du coup, comme toi, tu es professionnel là-dedans, tu te rends bien compte et tu ne dois pas relayer ton rôle à quelqu'un qui n'a pas été formé. C'est ça, exactement. Ce serait beaucoup... En fait, ce sera un danger pour les deux. Oui, voilà, c'est aussi bien pour le bénéficiaire que pour l'éducateur. Mais oui.
Non, mais après, voilà, c'est que même quand les gens ont des pathologies, on leur dit pas qu'il faut rien tenter. Donc, je pense que si tu fais les choses suffisamment doucement, à l'écoute de ton corps, tu peux quand même beaucoup avancer dans la voie de l'activité physique. Mais c'est vrai qu'un jour, rencontrer quelqu'un qui soit vraiment formé, c'est quand même un énorme plus, quoi. Voilà. Bon, merci beaucoup pour cette petite interview et pour les vidéos qu'on a tournées. Vous pourrez donc les retrouver sur la chaîne. C'était vraiment très intéressant. Il y a des mouvements que moi, j'avais jamais vus. Et puis, j'espère que ça vous servira. Merci. Au revoir.